Aujourd'hui, l'histoire d'un empire bâti sur l'or africain, le sang versé et des âmes brisées, et des âmes brisées, arrive à un tournant brutal. Alors que ces banques, ces médias et ces traités prétendent défendre la liberté, ils punissent chaque peuple qui ose dire non et réclamer la souveraineté. Pour beaucoup, notamment autour d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso, une question simple mais décisive surgit. Combien de temps encore accepter qu'on emprisonne la vérité? Car si la parole devient une arme, chaque phrase prononcée peut ouvrir une brèche dans les murs de la peur. Dans cette perspective, le discours analysé ne promet pas un miracle abstrait, mais une rupture concrète avec les mécanismes invisibles qui maintiennent l'Afrique, qui maintiennent l'Afrique sous tutelle. L'orateur décrit comment les banques, les médias et les institutions internationales ont prolongé la logique coloniale en se parant des mots séduisants de développement, de démocratie et de marché libre. En arrière-plan, l'alliance affichée entre l'Afrique et la Russie, que suivent de près les partisans d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, apparaît comme un pari risqué mais assumé, transformer la colère accumulée en projet de souveraineté. Pour le spectateur, la promesse implicite est double: comprendre comment un empire peut vaciller sans un seul coup de feu, et mesurer ce que signifierait, dans la vie quotidienne des peuples, le passage d'un statut de débiteur dépendant à celui d'acteur qui fixe ses propres règles. Autrement dit, ce récit invite à regarder derrière les sanctions, les discours moralisateurs et les images télévisées pour décider si cette révolte de la dignité est une illusion dangereuse ou un début de libération réelle. En moins de 3 ans, 3 pays du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, ont basculé vers une forme nouvelle d'émancipation que peu d'observateurs avaient anticipée. Selon les estimations régionales, plus de 65% des jeunes interrogés affirment désormais voir dans cette dynamique un mouvement de renaissance plutôt qu'une rébellion politique. Ce renversement symbolique prend sa source dans les discours qui, comme celui d'Ibrahim Traoré, refusent sapinte la hiérarchie morale imposée par l'Occident, un monde où la parole d'un empire vaut plus que celle d'un village. Les termes choisis, vérité, chaîne, dignité, ne relèvent pourtant pas du hasard. Ils redonnent un poids spirituel au vocabulaire politique, renouant avec une tradition oratoire africaine où le combat matériel et le combat intérieur se confondent. L'enchaînement du texte original montre comment le narrateur oppose deux temporalités, celle longue de la spoliation coloniale et celle brève de l'éveil. Chaque image de punition, les sanctions, les traités, les banques, répond à un souvenir, l'or pris, les forêts brûlées, la foi piétinée. Ainsi le temps devient l'arme du discours, rappeler les siècles d'humiliation pour justifier une rupture immédiate. Ce contexte permet de comprendre pourquoi tant de jeunes voient dans cette alliance Afrique-Russie un moment d'inversion des rôles. Pour la première fois, la résistance ne vient pas du Nord mais du Sud. L'argument implicite, nourri d'exemples concrets, est que la souveraineté ne se mendie pas, elle se construit dans l'épreuve. Et c'est justement cette idée que le discours cherche à transformer en moteur collectif, non plus seulement politique, mais aussi culturel et moral. Dans ce paysage en mutation, le discours choisit des figures très concrètes pour guider le spectateur. Un jeune burkinabé, élevé entre les coupures d'électricité, les écoles saturées et les promesses lointaines de développement, découvre que son avenir semble décidé dans des salles de réunion étrangères. Pour sa famille, les banques évoquées dans le texte ne sont pas des institutions abstraites, mais les portes qui s'ouvrent ou se ferment sur une saison de récolte. Un autre fil narratif peut être celui d'une étudiante malienne revenue au pays après des études coûteuses, c'était coûteuses en Europe. Elle constate que les grands boats les ports, les contrats d'infrastructure, sont déjà verrouillés pour des décennies, tandis que son village attend toujours un dispensaire fonctionnel. Entre ces deux trajectoires, le discours tisse une même impression. Des décisions prises ailleurs façonnent, dans les détails les plus ordinaires, la santé, l'éducation et les migrations. Le texte souligne enfin que certains visages du pouvoir local ne sont pas innocents. Des dirigeants
parfois salués à l'extérieur comme des partenaires responsables, acceptent des accords inéquitables en échange de privilèges personnels. Pour la jeunesse qui écoute, la première conséquence du réveil décrit n'est donc pas abstraite. C'est la décision intime de ne plus considérer la soumission comme une tradition, mais comme une anomalie historique que l'on peut, collectivement, commencer à corriger. Dans cette perspective, la figure du témoin ordinaire devient le véritable guide du récit. C'est à travers ses choix quotidiens, ses renoncements ou ses refus, que se mesurera la portée réelle de l'alliance invoquée entre peuples libres. Dans la logique du récit, la chaîne des événements commence bien avant les discours enflammés et les grandes déclarations publiques. Elle s'ouvre sur un quotidien fait de coupures d'électricité, de contrats opaques et de décisions prises dans des capitales lointaines, où l'Afrique est souvent évoquée comme un marché ou un problème, rarement comme un sujet politique autonome. Ce temps Ce temps silencieux est le véritable point de départ. Des décennies durant lesquelles les accords monétaires, miniers ou militaires se succèdent sans que les populations concernées aient un voix au chapitre. Le premier déclencheur visible survient lorsque certains États du Sahel décident de contester cet ordre établi. Les bases étrangères, longtemps présentées comme des garanties de sécurité, deviennent deviennent des symboles de dépendance. Les réseaux sociaux relaient des images de drapeaux descendus, de rues noires de Sidi, de monde, de places publiques où l'on exige la fin de la présence militaire imposée. Les chancelleries parlent de dérive. Sur le terrain, beaucoup y voient un simple geste de cohérence entre les mots et les actes. C'est dans cette atmosphère électrique que la figure d'Ibrahim Traoré gagne en centralité. Au Burkina Faso, chaque prise de parole publique est scrutée par les alliés comme par les adversaires. Lorsque le discours insiste sur la dignité, sur la vérité devenue arme et sur la nécessité de choisir ses alliances sans tuteur, il ne s'adresse pas seulement à une foule rassemblée, mais à un ensemble de peuples qui se reconnaissent dans le même refus de plier. La mention répétée des sanctions comme punition de l'indépendance transforme des mesures techniques en épisodes d'un affrontement moral. Le mouvement atteint un premier sommet lorsque l'alliance entre l'Afrique et la Russie est affichée comme une union d'âmes avant d'être une union d'armes. Le récit oppose alors deux univers, celui d'un empire accusé d'avoir bâti ses gratte-ciel sur les mines à ciel ouvert africaines et celui de nations qui revendiquent le droit d'échanger leurs ressources, leurs technologies et leurs savoirs sans passer par les filtres habituels. L'idée de commercer entre peuples libres, de forger des monnaies, des outils propres, devient le cœur du climat de climax. Vient ensuite la phase de réplique et de contre-choc. Les médias dominants décrivent cette dynamique comme un repli, une menace pour l'ordre international. Les institutions financières agitant le spectre de l'isolement et de l'effondrement économique. Le discours, lui, présente ces réactions comme la preuve que la peur a changé de camp. Chaque nouvelle sanction, chaque campagne de discrédit, chaque accusation contre les dirigeants qui refusent de se soumettre est intégrée à la narration comme une confirmation. Si l'Empire tremble autant, c'est que la brèche ouverte dans le système n'est plus simplement symbolique, mais déjà politique. Dans cette succession d'étapes, temps silencieux, déclencheur, montée, sommet, contre-choc, le fil rouge reste le même, décider qui écrit l'histoire. Le récit suggère que tant que les peuples acceptent de n'être que des figurants, les événements continueront d'être interprétés à leur place. Mais dès lors que des voix comme celle d'Ibrahim Traoré revendiquent le droit de nommer les choses, chaque épisode, même douloureux, devient un chapitre d'une trajectoire assumée plutôt qu'une série de catastrophes imposées de l'extérieur. À ce stade de la réflexion, le discours est bien lu comme un effort pour donner des preuves. À partir de la matière brute de l'histoire récente, plutôt que par des tableaux de chiffres. La ligne de base implicite est celle de la colonisation, des siècles de terres confisquées, de richesses extraites, de langues et de cultures dévalorisées.
La variation, le delta, c'est le moment présent, celui où ces mêmes peuples affirment qu'ils ne demanderont plus la permission d'exister ni de décider de l'usage de leurs ressources. Sur le plan économique, l'argument tourne autour d'une évidence répétée. L'or, le coton, le pétrole, l'uranium quittent sans cite le continent pour alimenter l'éclairage, l'industrie et le confort de l'Empire, alors que de nombreux villages africains vivent encore dans l'obscurité ou des infrastructures précaires. Ce contraste tient lieu de graphiques invisibles. D'un côté, des mines à ciel ouvert et des ports saturés d'exportation. De l'autre, des systèmes scolaires, hospitaliers et routiers qui peinent à suivre la croissance démographique. Le texte suggère que si la promesse de développement avait été tenue, ces écarts n'aurait pas persisté avec une telle intensité. Sur le plan financier, le discours met en scène une mécanique de dépendance. Les peuples se voient prêter l'argent même qui provient en partie de leurs propres richesses exportées, puis doivent accepter des conditions qui limitent leur souveraineté budgétaire. La dette devient un outil de discipline politique autant qu'un instrument économique. Les institutions comme le FMI ou la Banque mondiale sont citées non pour leur rapport, mais pour leur rôle répété dans la fixation de règles qui orientent les priorités nationales. Payer, réformer, ouvrir, privatiser. La monnaie dominante, elle, est décrite comme une arme silencieuse qui peut isoler, sanctionner, étouffer. Sur le plan humain, l'orateur procède par accumulation de catégories sociales plutôt que par statistiques détaillées. Les paysans du Sahel, les ouvriers des mines du Congo, les enfants de Gaza, les travailleurs humiliés des banlieues européennes, les peuples amérindiens, les familles pauvres d'Asie et d'Amérique du Sud, chacun de ces groupes incarne une multitude de situations concrètes où la dignité est mise à l'épreuve. En les rassemblant dans une même phrase, le discours produit une sorte de carte mondiale des perdants d'un système qui privilégie le profit sur la vie. La fréquence de ces images suggère que le phénomène n'est ni local ni marginal. Enfin, un dernier axe de mesure concerne la conscience. L'idée centrale est que la véritable rupture se lit moins dans les indicateurs économiques que dans le nombre grandissant de personnes qui refusent de considérer la soumission comme une fatalité. Lorsque la jeunesse africaine choisit de bâtir sur place plutôt que de mendier un ailleurs hostile, lorsque des citoyens d'autres continents reconnaissent dans les mots d'Ibrahim Traoré leur propre expérience de mépris ou de mensonge, ce sont autant de signes d'un basculement. Pour l'orateur, c'est cette courbe invisible de dignité retrouvée qui annonce le déclin de l'Empire. Un système peut survivre à la pauvreté de certains, mais rarement à la perte de croyance généralisée dans sa légitimité. À un autre moment de l'analyse, le discours est lu en prenant au sérieux les meilleurs arguments de ceux qui défendent encore l'ordre impérial. Il s'agit de prendre au sérieux les arguments de ceux qui défendent encore l'ordre impérial, puis d'y répondre avec les éléments fournis par le texte. Le premier argument possible affirme que la domination actuelle serait un mal nécessaire pour garantir la stabilité mondiale, l'accès au marché et la sécurité des échanges. Selon cette logique, les bases militaires, les institutions financières et les médias concentrés travailleraient surtout à éviter le chaos et à protéger les plus fragiles du désordre global. Un second argument, tout aussi fréquent, prétend que les anciennes puissances coloniales auraient, malgré leurs fautes, apporté l'éducation, les infrastructures et des cadres institutionnels sans lesquels les États du Sud n'auraient pas pu se construire. Dans cette perspective, contester l'Empire reviendrait à renier l'histoire, à refuser une forme de tutelle bienveillante supposée avoir permis d'entrer dans la modernité. Le récit analysé ne balaye pas ces arguments d'un revers de main, il les retourne. La stabilité vantée devient synonyme d'immobilisme pour les peuples qui restent coincés dans la pauvreté malgré l'abondance de ressources. Les infrastructures brandies comme preuve de générosité sont replacées dans un bilan plus large.
des mines épuisées, des forêts brûlées, des dettes accumulées. La sécurité invoquée à longueur de discours est confrontée aux réalités évoquées dans le texte: sanctions, guerre de l'information, criminalisation de tout dirigeant qui refuse de se soumettre. En fin de compte, la question n'est pas de nier tout apport passé, mais de refuser que ces apports servent d'argument pour maintenir indéfiniment des hiérarchies de pouvoir. Le Stillman opéré par le discours consiste à admettre que l'ordre existant a produit des formes d'organisation, puis à montrer, avec les exemples accumulés, qu'il a surtout consolidé un système où certains décident tandis que d'autres paient le prix humain et matériel des choix imposés. Vu sous cet angle, la voix d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins contre l'Occident que contre l'idée d'inégalité permanente. Au milieu, une bascule silencieuse s'opère. À ce stade du récit, l'alliance proclamée entre peuples africains et russes cesse d'être un simple slogan diplomatique pour devenir un test moral grandeur nature. L'orateur affirme que si l'Empire a fait du dollar, des médias et des sanctions ses armes privilégiées, alors la réponse ne peut plus se limiter à des discours de protestation. Il faut, selon cette logique, tisser des routes, des banques, des technologies et des écoles qui n'est plus à demander l'aval des anciens maîtres. Dans ce mi-parcours, la figure d'Ibrahim Traoré est présentée comme l'un des symboles de cette bascule, non parce qu'il incarnerait seul la solution, mais parce que sa parole s'inscrit dans un cœur plus vaste de dirigeants, de militants et de communautés qui refusent la fatalité. Le texte insiste sur un point précis. La véritable bataille se joue dans la conscience, là où se décide si l'on accepte encore de croire aux promesses d'un système qui a transformé l'homme en marchandise. Ainsi, le milieu du discours n'est-il pas un feu d'artifice oratoire, mais une invitation à choisir son camp intérieur entre la peur et la dignité retrouvée. Pour les peuples africains, le discours esquisse d'abord une conséquence immédiate: le déplacement du centre de gravité psychologique. Quand l'orateur affirme que l'Afrique n'est plus un musée de douleur mais un sanctuaire possible de vérité, il propose de rompre avec des décennies où le continent se voyait seulement comme une périphérie. La coopération avec la Russie est présentée, dans ce cadre, non comme un alignement aveugle, mais comme l'occasion de redéfinir les priorités, route pensée pour relier les villages entre eux avant de servir les exportations, école qui enseignerait l'histoire des résistants plutôt que celle des conquérants, médias de vérité à la place de relais dociles du récit impérial. Pour un jeune du Sahel, cela signifie surtout une chose: envisager qu'il puisse bâtir un avenir chez lui sans que la migration forcée soit le seul horizon crédible. Pour les Russes, la conséquence décrite est d'une autre nature. Le texte insiste sur le fait que la Russie a connu la guerre, la faim, les sanctions, et qu'elle a pourtant résisté là où tant d'autres ont cédé. Cette résilience devient un point de référence pour ceux qui regardent Moscou, Saint-Pétersbourg ou Vladivostok comme des lieux où l'on peut encore défier un ordre jugé injuste. L'alliance avec l'Afrique vient alors confirmer une identité déjà construite, celle d'un peuple qui préfère supporter le coût de la souveraineté plutôt que la facilité d'une dépendance consentie. Pour le citoyen russe ordinaire, l'effet recherché est de voir son propre sacrifice revalorisé par la reconnaissance explicite d'alliés qui se disent solidaires de cette épreuve. Pour les peuples occidentaux, la conséquence est plus subtile mais tout aussi décisive. L'orateur ne les désigne pas comme des ennemis, mais comme des miroirs. En entendant que leurs enfants s'appauvrissent pendant que les banques prospèrent, que leurs travailleurs souffrent pendant que les médias répètent un récit unique, certains peuvent commencer à percevoir l'Empire non plus comme une protection, mais comme un système qui les utilise. Dans cette perspective, la parole d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un révélateur. Si un dirigeant venu d'un pays longtemps présenté comme faible ose dire que « vos dirigeants vous mentent, comme ils nous ont menti », alors la frontière entre eux et nous se brouille. La conséquence potentielle est l'émergence de solidarités transversales, capables de dépasser les récits de choc des civilisations. Enfin, pour l'ensemble des peuples opprimés évoqués, paysans du Sahel, ouvriers des mines du Congo, enfants de Gaza, peuples autochtones des Amériques, familles brisées d'Asie, le discours propose une conséquence symbolique majeure: ne plus se penser isolé.
L'idée qu'un même souffle puisse se lever de Moscou à Ouagadougou, de Bamako à Saint-Pétersbourg, de Niamey à Vladivostok, transforme des souffrances dispersées en une histoire commune de résistance. Si cette perception s'installe, chaque acte de courage local pourra être vécu comme une contribution à un mouvement global, et non comme un geste désespéré condamné à l'oubli. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires peuvent être esquissées à partir du discours et des forces qu'il décrit. Dans le scénario de base, l'alliance entre l'Afrique et la Russie se consolide sans basculement spectaculaire. Quelques accords économiques, une coopération sécuritaire, des projets éducatifs ou médiatiques qui avancent lentement, freinés par les contraintes budgétaires et par l'hostilité de l'Empire. Les sanctions persistent pas, mais les sociétés concernées s'y adaptent partiellement, en diversifiant leurs partenaires et en développant des circuits parallèles de commerce et de paiement. Pour les citoyens, le quotidien change peu à peu, sans rupture visible, comme une plaque tectonique qui se déplace sous la surface sans provoquer immédiatement de séisme. Dans un tel contexte, la transformation la plus profonde touche souvent les imaginaires politiques, bien avant les indicateurs macroéconomiques. Dans le scénario optimiste, plusieurs États du Sud rejoignent cette logique de coopération entre peuples libres. Des institutions financières alternatives commencent à fonctionner. Les premiers projets d'infrastructures conjointes entre pays africains et partenaires non occidentaux voient le jour, et des médias transcontinentaux de contre-récits gagnent en audience. Dans cette configuration, les mots entendus dans la bouche d'Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants résonnent au-delà du Sahel. Ils encouragent des mouvements sociaux, des intellectuels, des communautés religieuses à réclamer, chez eux, plus de souveraineté économique et de pluralisme médiatique. Pour beaucoup, la formule Ibrahim Traoré Burkina Faso devient un raccourci symbolique d'une volonté de rupture avec l'ancienne hiérarchie mondiale, sans pour autant rompre avec les peuples occidentaux. L'Empire reste puissant, mais il ne peut plus prétendre parler au nom de l'humanité entière. Le scénario le plus sombre, lui, verrait une réaction brutale, intensification des sanctions, tentative de déstabilisation politique, campagne médiatique visant à diviser les peuples alliés. Les difficultés économiques internes pourraient alors être instrumentalisées pour discréditer le projet de souveraineté, en faisant oublier les causes profondes des crises. Dans une telle hypothèse, la principale question ne serait pas seulement géopolitique, mais intérieure. Les peuples auraient-ils la patience et la cohésion nécessaires pour tenir, ou retourneraient-ils vers l'ancienne dépendance au nom de la sécurité immédiate? Le discours suggère que l'issue dépendra moins des décisions prises dans les palais que de la manière dont chaque société apprendra à distinguer la peur entretenue de la prudence légitime. Il implique aussi une responsabilité accrue pour ceux qui relayent ce type de paroles, transformer la colère en lucidité afin que le désir de justice ne soit pas détourné en cycle supplémentaire de chaos. À ce stade du récit, la question n'est plus seulement géopolitique. Elle devient intime pour celui qui regarde ou écoute, qu'il vive à Ouagadougou, Paris, Moscou ou dans une petite ville sans nom. Le discours rappelle que la domination n'est pas seulement ce qui se joue dans les sommets internationaux, mais aussi dans la manière dont chacun se voit lui-même, comme sujet de sa propre histoire ou comme figurant dans le scénario écrit par d'autres. Pour un jeune Africain, se reconnaître dans les images des paysans du Sahel, des ouvriers, des ouvriers des mines, ou des enfants de quartiers oubliés peut provoquer un choc silencieux. Si ces destins sont liés, alors renoncer à agir revient à accepter que la résignation devienne héritage. Pour un travailleur européen qui entend que vos dirigeants vous mentent comme ils nous ont menti, l'effet peut être différent mais tout aussi vif. Le malaise de découvrir que l'Empire présenté comme protecteur organise aussi sa propre précarité. Le discours propose, sans le dire explicitement, un test de conscience pour chaque spectateur. À quoi obéit-il vraiment? À la peur entretenue
ou à une idée plus exigeante de la dignité. Il l'invite à interroger ce qu'il accepte comme normal, la corruption érigée en règle, le mensonge médiatique, la pauvreté banalisée, et à se demander si ces renoncements successifs n'ont pas peu à peu vidé sa liberté de sa substance. Ainsi, la grande scène du monde se replie soudain sur un espace plus réduit, la chambre, l'atelier, la cour d'école, où chacun décide s'il va continuer à détourner le regard, ou s'il accepte de laisser la vérité, même dérangeante, entrer dans sa vie quotidienne. Pour sortir du simple slogan, le discours esquisse une feuille de route, une feuille de route implicite qui commence dans l'esprit avant de se traduire en structure. Le premier pas consiste à désoccuper les consciences, refuser la corruption de l'âme dont parle l'orateur, c'est-à-dire cesser de croire que la modernité se réduit à consommer ce que l'Empire produit et à répéter ses mots. Cela passe par des écoles du courage plutôt que par des écoles de soumission, capables d'apprendre aux enfants à distinguer le mensonge brillant de la vérité exigeante. Le deuxième pas concerne les médias. Le texte appelle de ses voeux des médias de vérité, qui ne vendent pas des slogans, mais exposent les faits mis à nu. Dans une perspective concrète, cela signifie soutenir des plateformes, des radios, des journaux qui ne dépendent pas exclusivement des financements et des récits venus de l'extérieur. Quand un dirigeant comme Ibrahim Traoré dénonce les soldats sans uniforme que seraient certains journalistes de l'Empire, il invite à reconstruire un espace informationnel où la parole des peuples ne serait plus filtrée systématiquement. Le troisième pas touche aux alliances matérielles, routes, banques, monnaie, technologie de libération. Là encore, il ne s'agit pas de substituer un empire à un autre, mais de bâtir des circuits qui permettent aux peuples de commercer sans être constamment renvoyés à leur position de débiteurs captifs. Des institutions financières régionales, des réseaux d'infrastructures pensés d'abord pour l'usage interne, des coopérations technologiques orientées vers la souveraineté sont les briques de cette architecture. Enfin, un quatrième pas, plus discret, concerne la morale publique. Le discours insiste sur la fidélité à la parole donnée, sur le refus de la trahison, sur la responsabilité des élites qui ont vendu leur âme à l'étranger. Une feuille de route réaliste suppose que les sociétés apprennent à demander des comptes à ceux qui les gouvernent, non au nom d'une idéologie importée, mais au nom de la dignité qu'elles revendiquent pendant la guerre pour elles-mêmes. Sans cette exigence, aucun projet de libération ne peut résister à l'usure du temps. En sortant de ce discours, ce que beaucoup retiennent n'est pas seulement la critique d'un système, mais l'image d'un feu intérieur que rien n'a réussi à éteindre. L'orateur décrit la dignité comme une lumière intérieure que ni la pauvreté, ni les sanctions, ni les coups d'État, ni les famines n'ont pu étouffer complètement. Cette métaphore revient comme un motif. Malgré les forêts brûlées, les richesses volées, les humiliations accumulées, les racines sont restées vivantes sous la cendre. La figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans une lignée plus large de visages qui refusent de plier, non par goût du conflit, mais parce qu'ils jugent plus insupportable encore de vivre à genoux. Ce n'est pas l'héroïsme individuel qui est exalté, mais la capacité d'un peuple à se souvenir qu'il possède, en dernier ressort, quelque chose qu'aucune banque ni aucune armée ne peut confisquer, la décision de dire non. En rappelant les paysans du Sahel, les enfants de Gaza, les travailleurs invisibles des banlieues et les peuples autochtones dispersés, le texte tisse un fil rouge émotionnel. Chaque vie méprisée devient une raison supplémentaire de refuser que le mensonge reste la langue officielle du monde. La phrase finale implicite pourrait se résumer ainsi : un empire peut s'effondrer sans bruit, mais un peuple qui retrouve sa dignité ne retourne pas en arrière. Plutôt que d'appeler à une confrontation frontale, la dernière tonalité du discours ressemble à une invitation à rejoindre une conversation mondiale sur la justice. L'orateur s'adresse aux peuples d'Afrique, de Russie, d'Occident, et d'ailleurs pour leur rappeler qu'aucun d'eux n'est, par nature, l'ennemi de l'autre. L'adversaire désigné, c'est le système qui a fait de l'homme une marchandise et du mensonge une sorte de religion civile. En ce sens,
le texte propose une forme de front de la conscience plus qu'un bloc géopolitique fermé. Pour le spectateur, la question implicite devient: que fera-t-il de ce qu'il vient d'entendre? Se contentera-t-il de ranger ce discours dans la catégorie des diatribes éloignées, ou acceptera-t-il d'interroger ses propres habitudes, ses sources d'information, ses réflexes de peur? Cet appel est doux, mais exigeant. Il ne demande pas d'adhésion aveugle, il demande un examen honnête. Enfin, le récit laisse ouverte une dernière porte, celle du débat. Si la vérité était vraiment, comme le répète l'orateur, une arme dans un monde bâti sur le mensonge, alors chacun peut commencer à l'utiliser à son échelle, en refusant les caricatures faciles, en écoutant les voix habituellement réduites au silence, en confrontant les récits dominants aux faits vécus. La question qui demeure, adressée à tous sans distinction, pourrait être formulée ainsi: dans le monde qui vient, choisira-t-on de rester spectateur d'empires qui s'effondrent, ou d'entrer dans la conversation des peuples qui tentent de renaître libres? Et c'est dit.